la mythologie, ça nous renvoie au zodiaque, ça nous renvoie aux planètes. Bon, alors, donc, le problème que nous avons posé, d'ailleurs on l'a déjà abordé hier, c'est est-ce que les planètes, est-ce que le nom... Alors, premièrement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, il y a des planètes qui, dans l'Antiquité, n'étaient pas appliquées à des planètes. Il y a des dieux qui n'étaient pas appliqués à des planètes. Pluton, Neptune, etc., ce n'étaient pas des planètes dans l'Antiquité. Donc déjà, l'astrologie n'a pas récupéré toute la mythologie. Mais une question qu'on a posée hier, et sur laquelle on peut revenir, c'est les rapports entre les planètes et les saisons. Parce que la mythologie, il faut savoir d'où elle vient, la mythologie. Une des thèses qui me paraît les plus intéressantes au niveau de la mythologie, c'est de dire qu'il y a des planètes qui sont l'expression, premièrement, est-ce que le zodiaque est l'expression des planètes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes zodiacaux qui ne sont que des allégories de planètes? Deuxième question, est-ce qu'il y a des saisons est-ce qu'il y a certains dieux qui sont des allégories des saisons? Voilà. Donc effectivement, ces deux questions ont déjà été abordées, on peut y revenir. Allégorie des saisons. Alors, premièrement, est-ce que, par exemple, Vénus et Mars, par exemple, sont l'allégorie du printemps et de l'automne, par exemple? Bon. Est-ce que, par exemple, les Gémeaux sont une allégorie de Vénus? Oui. Parce que les Gémeaux, c'est quand même un personnage. Bon, est-ce que le Sagittaire, c'est une allégorie de tel. Bon, est-ce que c'est une allégorie de Mars, par exemple? Bon, voilà. Donc cette question-là, mythologie, saison, zodiaque, astronomie, puisque effectivement il y a des planètes qui sont ou qui ne sont pas. Alors il y a des planètes, bon, il y a effectivement une planète qui s'appelle Vénus, effectivement, il y a une planète qui s'appelle Vénus. Est-ce que cette planète Vénus, elle a le même statut que Saturne ou que la Lune, par exemple? Bon, c'est aussi une question. Voilà tout un ensemble de questions sur lesquelles nous pouvons discuter. Alors je ne sais pas si tu es venu avec un propos particulier, un angle particulier. C'est-à-dire que personnellement, lorsque je m'intéresse à l'astrologie et que je regarde les planètes, par exemple tu parles de Vénus, je me demande aussi si la personne en face de moi, elle a une Vénus qui correspond à l'astrologie gréco-romaine, ou bien si cette personne en face de moi est la simple Vénus romaine, ou c'est la qualité d'Aphrodite, ou bien l'Ishtar des Babyloniens. Je veux dire par là, Vénus peut se décliner
oublier non plus, moi dans mon idée, que Vénus, de quoi est-elle née? Elle est née du sperme d'Uranos, dans l'océan primordial, dans Neptune, dans la mer. Bon, donc il y a une notion totalement sexuelle et sexuée avec cette Vénus-là. Bon, maintenant ça me fait penser aussi par exemple Vénus, que dans le vaudou haïtien, sous forme, la Vénus jolie, gentille, machin, c'est Erzulie, Freda, et la Vénus avec le couteau, etc., c'est Erzulie Domptor, qui correspondent à la Vénus Scorpion. Donc je fais personnellement, mais c'est un point de vue personnel, hein, je fais beaucoup d'analogies et de recherches à travers les différents mythes pour savoir, par exemple dans un thème, si cette personne est Dentor ou Erzulie, ou la Vénus rayonnante et toute simple du printemps romain, ou la Vénus grecque Aphrodite, parce que je sais aussi que dans les rituels d'Aphrodite, c'était pas simple. Il y avait souvent le couteau, il y avait souvent des sacrifices, il y avait souvent des choses comme ça. Donc c'est pour ça que le mythe, pour moi, vraiment, je l'accroche aux planètes. Oui. Moi, je distinguerais deux choses dans ce que tu dis, Ariane. Parce que il y a deux notions. Il y a une notion que j'appelle statique, une notion dynamique dans une planète. Parce que, effectivement, bon, à la fois, et je vois qu'on mélange les deux. C'est pas du mélange. Non, mais il y a, et je reviens un peu sur la leçon de ces 2 jours. Il y a, d'une part, le fait qu'effectivement une planète traverse les 12 signes zodiacaux, hein, bon. Mais en même temps, donc ça c'est la dimension, c'est ce qu'on appellerait le statut cyclique de la planète. Mais en même temps, elle n'en est pas moins liée à un moment particulier du cycle annuel. Donc ce sont 2 choses différentes. Donc, elle est accrochée, elle est liée au cycle annuel à un certain endroit. Hein, parce que moi, hier, on avait pris l'exemple de la table. Il y a le côté sédentaire et le côté nomade. Donc nomadiquement, la planète fait le tour du zodiaque, mais sédentairement, elle est installée à tel endroit du zodiaque et pas à tel autre. Bon. Donc il ne faudrait pas mélanger ces 2 plans. Hein. Donc quand on dit que Vénus peut être ceci ou cela ou ceci, etc., ça c'est la dimension cyclique. La planète bouge, effectivement. Bon. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas tellement loin, parce qu'à ce moment-là, effectivement, la planète, toutes les planètes passent par les 12 signes, et donc, effectivement, elles passent par les 12 saisons, par les 4 saisons, et donc, bon, alors donc, une fois qu'on a dit ça, voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que, par définition, toute planète est capable de passer par tout ce qu'on veut. Bon. Mais, en revanche, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est son enracinement. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est fondamentalement placée. Hein. Même un Français qui fait le tour du monde, il est quand même français. Il a beau faire tout, il peut aller non pour tout, il garde un point de repère. On ne va pas mélanger les deux. La question qui se pose là, c'est Vénus est-elle une planète du printemps ou une planète de l'automne? Mars est-elle une planète du printemps ou de l'automne, etc., etc. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi ça ne peut pas être les deux? On vient de le dire, parce qu'à un moment donné, il faut que... Bon, c'est tout le débat, justement. C'est tout le débat. D'ailleurs, Claude Jarry-Desloges avait l'intention de parler de ça. Elle peut être les deux, justement, si on admet cette cyclicité. Effectivement, la planète. Mais si on admet qu'elle est aussi censée s'ancrer dans un moment donné, voilà, c'est ça le point méthodologique. C'est ce qu'on est en train de discuter sur ce point. On a compris qu'effectivement, on le sait par cœur, tous les astrologues le savent, qu'une planète traverse le zodiaque et qu'elle est différente à différents moments du zodiaque, ça c'est une affaire entendue, mais ça ne nous intéresse pas dans l'immédiat. Ce qui nous intéresse, parce que, bon, une fois qu'on a dit ça, bon, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'enracinement de la planète, fondamentalement, même pas l'enracinement, l'émanation même de la planète. De quoi elle émane, d'où elle sort. Elle ne sort pas à la fois du printemps et de l'automne. Elle passe par le printemps et l'automne, mais elle ne sort pas à la fois du printemps et de l'automne. De toute façon, on voit bien les dégâts de la théorie des doubles domiciles. Cette théorie des doubles domiciles, elle est tardive, elle est aberrante quelque part. Au départ, il y avait les 7 planètes en exaltation dans 7 signes, et 7 planètes en domicile dans 7 signes. Il n'y avait pas de double, il y avait pas de double domicile. Vénus, alors tu as le droit de dire, Vénus est plutôt au printemps ou en automne, ça c'est un autre problème. Mais elle ne peut pas être les deux à la fois. Donc, elle peut l'être sur le plan cyclique, mais elle ne l'est pas sur le plan structurel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est à tel endroit. Bon, donc c'est ça qui est important.
Voilà, c'est là un des débats que nous avons, l'enracinement des dieux mythologiques dans un moment donné du processus. Et à ce moment-là, si tu dis par exemple que Vénus est au printemps et Mars, voilà, et bien on a effectivement une cyclicité qui s'organise. On passe d'un stade vénusien à un stade martien, par exemple. On passe d'un stade jupitérien. Donc à ce moment-là, les planètes se suivent dans une cyclicité. Et actuellement, cette cyclicité, elle a disparu de la conscience des astrologues. Ils ne sont plus conscients que ces planètes, ces dieux, se suivent dans un ordre logique qui est aussi celui d'une cyclicité, qui peut être celui des saisons, qui peut être celui de tout ce qu'on voudra, etc. Donc l'idée, et c'est là que, sur la Céleste, l'idée de ces doubles domiciles, c'est une idée qui est absolument aberrante. Aberrante. Bon, alors pour toi, Jacques, Vénus, elle serait d'où? Le Taureau? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on accepte l'idée de chercher dans cette direction. Elle est aberrante pour certains. Elle n'est pas... je veux dire, encore une fois, c'est un point de vue. On vient de dire, au niveau cyclique, on peut situer la planète partout. On est d'accord là-dessus. Mais c'est pas ce point de vue-là. Non, c'est très réducteur. Effectivement, la Vénus, elle parcourt le zodiaque. Mais comme disait Ariane, c'était intéressant. L'humanité, à travers ses mythes, à travers les personnages des mythes, elle a relevé certaines façons d'être, en fait, certaines façons de s'exprimer dans la vie en rapport avec Vénus. Bon. Vous voulez positionner Vénus définitivement dans un cycle, à un moment donné du cycle. C'est un esprit très... Non, attendez, on a dit le contraire. On a dit que Vénus pouvait traverser les 12 signes du zodiaque. Non, vous n'avez pas dit le contraire. Vous venez de dire, il faut savoir si Vénus, elle est au printemps ou en automne. Oui, mais ça n'empêche pas qu'elle est cyclique. Vénus, elle a quand même une particularité. Elle a une personnalité. Donc cette personnalité, elle a question de savoir si elle est fondamentalement liée à telle saison ou pas à telle autre. Même si vous admettez que cette planète puisse circuler et puisse varier à travers le cycle zodiaque, elle a quand même un enracinement quelque part. Ou alors vous êtes complètement dans le déracinement, c'est pas croyable. Personne n'a parlé de son mouvement là. Hein, on parle effectivement fondamentalement de sa signification. Voilà. Bon, alors, moi, personnellement, allons-y quand même. J'ai tendance à penser, comme hier, quand on parle que des planètes visibles, on est bien obligé de tomber sur la double la double maîtrise. Quand on parle des 7 planètes visibles par rapport au zodiaque, c'est le schéma qu'on avait. On n'est pas obligé d'accepter les doubles domiciles, qu'est-ce qu'on racontait? On n'est pas obligé d'accepter ce système. Sinon, ils vont en manquer quelque part, non? Mais c'est un autre problème. Mais vous avez pas du vide. Mais attends, et pourquoi il n'y aurait pas? Jusqu'à un moment donné, il y a 7 planètes visibles, donc on raisonne avec les 7 planètes visibles, et le raisonnement il est tout à fait cohérent. On voit que Mercure, on retrouve un Mercure Gémeaux qui est différent d'un Mercure de la Vierge, mais qui a des caractéristiques mercurielles, mentales, etc. La recherche, dans tous les cas de figure. La Vénus du Taureau et la Vénus de la Balance, ça peut être les deux faces d'une Vénus, une qui est très printanière, jouisseuse, etc., et puis l'autre qui est la recherche de la beauté, etc. C'est une sorte de sublimation de Vénus quelque part. C'est de la sauce, c'est de la sauce. Oui, c'est de la sauce. Et pourquoi cette sauce ne serait peut-être vraie, franchement? C'est de la sauce. C'est de la sauce. Mais c'est de la sauce de dire, ça c'est là. Alors attends, je reviens. Donc, quand on est aux 7 planètes, on est obligé, si on fait le beau dessin, là c'est très cohérent, les choses. Et ça aussi, ça marche. Bon. Deuxième truc, après, eh bien, si on veut, justement, on dit non, c'est pas logique, c'est pas cohérent, qu'il y ait deux maîtrises. Ok. Et à ce moment-là, on dit, ben voilà, on va introduire les planètes qu'on a découvertes, c'est-à-dire on va introduire Uranus, on va introduire Neptune, on va introduire Pluton, qu'on a mis comme celle de la ceinture là-bas. Et donc ça en fait 3 de plus. Et à ce moment-là, on peut remplir les cases en revenant à une seule. Alors là, on peut dire que Vénus, on peut la dire effectivement, la première fois qu'elle est nommée, elle est Taureau, donc la Vénus est Taureau. Mercure, la première fois qu'il est nommé, il est Gémeaux, donc Mercure est Gémeaux. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en Vierge et qu'est-ce qu'on va mettre en Balance? Et à ce moment-là, on raisonne, on se dit, bon, qu'est-ce que, d'après la logique dans le système solaire, et qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est ce que je disais hier, moi, que je trouvais une idée assez géniale quand j'y avais pensé, c'est qu'à partir du moment où les astronomes
ont déclassé Pluton et ont mis élevé Cérès, eh bien moi je verrais bien Cérès comme le véritable maître, hein, parce qu'en plus c'est une planète d'un ceinture d'astéroïdes donc qui existe vraiment dans le système, elle est bien placée par rapport à Mars, Jupiter, etc. Cérès deviendrait maître, hein, de la Vierge, et peut-être une autre. C'est logique. Voilà. C'est le maître de la Vierge. Ça me paraît pas illogique, disons. Hein. On peut discuter après sur si c'est vrai ou non, mais bon, la logique du raisonnement. Et puis ensuite, donc, il faudrait trouver une planète qui corresponde effectivement aux valeurs balance. Alors, on pourra la trouver peut-être dans les nouvelles planètes qui sont trouvées, hein, ou peut-être, oui. Enfin, je veux dire qu'à ce moment-là, pourquoi on ne prendrait pas à notre disposition ce qui nous est donné, qu'on a découvert et qui existe. Un Uranus, on ne les voyait pas, mais c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit caillou qui se balade. Hein. Neptune, c'est pas un petit caillou non plus qui se balade. Bon, Pluton, après, on peut maintenant discuter si oui ou non, hein, puisqu'il paraît qu'il y en a qui est plus gros dans la ceinture de Kuiper et tout ce qu'on veut. Enfin bref, mais je veux dire, à ce moment-là, on peut réintroduire. Mais déjà, le raisonnement de base au départ, qui nous permet d'avancer jusqu'à un certain point, c'est cette double de dire pourquoi il n'y aurait pas une Vénus, disons des valeurs vénusiennes de printemps et des valeurs vénusiennes d'automne. Hein. C'est pas incompatible. Bon, vous avez des choses à ajouter à ce discours? Moi, je voudrais répondre à... Non, réponds, Jacques. Oui. Bon, alors, premièrement, on a déjà répondu là-dessus. Premièrement, ne soyons pas anachroniques. Hein. Déjà, on est en train de comprendre un système qui a été établi, qui nous est connu au IIe siècle, etc., de notre ère. Avec les éléments qu'on avait. Voilà, donc on ne va pas épiloguer sur la question de Uranus, Neptune et Pluton qui n'existait pas à l'époque. Donc déjà, c'est le fait est que nous avons des tablettes babyloniennes, effectivement, qui nous parlent des exaltations des planètes et qui nous donnent cette planète dans 7 signes et qui ne nous parlent pas de planètes qui sont dans 2 signes à la fois. Donc le document le plus ancien que nous ayons concernant les rapports entre planètes signes ne parle pas d'une nécessité de... Bon, d'autre part, vous avez Manilius qui, lui, dans son ouvrage qui est paru un siècle avant Ptolémée, utilise d'autres dieux que les dieux des planètes. Je reviens dans un instant. Ah, tu peux continuer, hein, c'est pas... on te répond à ta question, on te répond à ton truc et... Ouais, mais là, il y a la prostate qui m'a... C'est ça, non mais c'est normal. Donc effectivement, lui, il ne se cassait pas la tête à trouver forcément des planètes, des dieux qui avaient des planètes. Parce que finalement, le nombre de dieux est évidemment bien supérieur au nombre de planètes à l'époque. Bon. Cela dit, donc on s'aperçoit à quel point cette histoire des doubles domiciles, ça devient une pierre absolument fondamentale pour la pensée astrologique actuelle. Hein. Ça a empoisonné complètement la pensée astrologique actuelle, parce qu'en réalité, l'idée des exaltations introduit déjà un double pôle. C'est ce que j'ai expliqué hier. Il y a déjà une double polarité. Il y a déjà, chaque planète a à la fois une position en domicile et une position en exaltation. Et regardez ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu supprimer, dans le système de la tétrabible, il n'y a plus les exaltations. Les doubles domiciles remplacent les exaltations. Donc en réalité, on a bien 2 systèmes, un qui est celui des exaltations, un celui de domicile, qui donne donc pour chaque planète 2 positions. Hein. Par exemple, dans le cas de Saturne en balance en exaltation, Saturne en Capricorne, par exemple, en domicile. Bon. Donc, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionnait, le système. Et à un moment donné, quelqu'un est arrivé et a dit non, ça ne va pas, ça du tout. Alors, donc, déjà, la dualité équinoxe-solstice, il la casse. Parce que n'oublions pas que le grand problème du domicile, c'est que c'est fondé uniquement sur l'axe des solstices et qu'on ne parle plus de l'axe équinoxial. On n'en parle plus. Mais il y a aussi des astrologues qui utilisent à la fois les doubles domiciles et les exaltations. Pourquoi pas, hein? Pas qu'on y est. Donc effectivement, on est passé de ce système-là où il y avait 7 planètes exaltées, 7 planètes en domicile. Quelqu'un a inventé un autre système qu'on connaît très bien et qui consiste à supprimer les exaltations, qui ne sont plus du tout attestées dans le tétrabible, et à proposer un système de double domicile. Alors, effectivement, le problème, c'est que le système de domicile, comme je l'ai dit hier, ne respecte pas
l'élongation des planètes, de Mercure et de Vénus. Alors ça n'a pas plu. Hein. L'élongation, je rappelle que Mercure, si effectivement on est dans une réalité astronomique, puisque soi-disant la Dionysée est une réalité astronomique, eh bien ça ne respecte pas l'élongation. C'est-à-dire que Mercure ne peut pas être éloigné de plus d'un signe du Soleil, par exemple. Or, ce critère n'est pas du tout respecté. Il est respecté d'ailleurs ni dans les exaltations, ni dans les domiciles d'ailleurs. Parce que par exemple, dire Mercure est en Vierge en exaltation, comment pourrait-il être exalté en Vierge avec un Soleil qui se trouve en Bélier? C'est une impossibilité astronomique. On est d'accord là-dessus? Absolument. Totalement. Bon. De la même façon, si on met le Soleil en Lion et la Lune en Cancer, où est-ce que vous allez placer Mercure? Vous ne pouvez pas le placer ici et là. C'est pas possible, techniquement c'est pas possible. Parce que Mercure, si vous le placez là, il est trop éloigné du Soleil. Puisqu'il va être à plus de 30 degrés, puisqu'il va être séparé du Soleil en Gémeaux par le Cancer. On tombe dans le même problème que tout à l'heure pour les domiciles, pour les maisons, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc là, ce fameux débat, ce fameux tableau qui semblerait être astronomiquement valable, il ne respecte même pas la vérité astronomique. Mais on n'est pas dans la vérité. Mais si, puisque la justification de ce tableau, c'est justement l'ordre astronomique. Non, c'est juste la symbolique de la maîtrise des signes. Là, on est sur la symbolique dans la maîtrise des signes. On n'est pas dans... L'ordre des planètes dans le système, c'est celui de l'astronomie. L'ordre des planètes, la maîtrise des signes, on n'est pas dans l'astronomie. C'est que chaque planète traverse effectivement les 12 signes zodiacaux. Oui. Bon, et qu'en fin de compte, en raisonnant votre logique, on arrive exactement au sens inverse. Ce sont les signes zodiacaux qui l'emportent sur les planètes, à la limite. C'est-à-dire que ce sont les signes zodiacaux qui imposent leurs lois aux planètes qui les traversent. Ils apportent leur élément. Voilà. Et il faut en tenir. Eh bien, on n'en sort pas, donc, effectivement. Donc, on revient à la question, on va reprendre les choses. Alors, moi, je dirais, alors, voilà. Si c'est ça, si la symbolique est que Vénus, théoriquement, est née du sperme d'Ouranos dans l'océan primordial, eh bien, je dirais Vénus et Poisson. Non, on parle de la saison, on ne parle pas du signe zodiacal. Eh ben, c'est en rapport, quand même. Ah bon, mais alors qu'elle raconte que c'est une planète d'hiver, on sera ravis comme ça. Bon, on aura ça le bouquet. Actuellement, le zodiaque tropical, vous mettez, il est mis en rapport avec les saisons. Dans le sidéral, il est moins mis, effectivement. Mais malgré tout, le Capricorne fait plus référence à l'hiver qu'à l'été. Ah non, je ne vais pas Vénus en hiver. Bon, voilà. Ah ben si, parce que les poissons, c'est l'hiver, je ne pas du contraire. Hein. On peut dire que... Ah, c'est le début du printemps aussi. Non, c'est pas le début du printemps. Et de toute façon, la mythologie, on voit bien qu'elle nous aide assez peu. Enfin, non, mais le 1er février chez les Celtes, par exemple, c'était le début du printemps. Le 1er août, c'était le début oui, de mais l'automne. comme l'année chinoise commence au mois de février aussi, bon, on pourrait dire ça. Oui, mais donc ça veut dire que tout varie. Et oui, de ce point de vue, le zodiaque sidéral... Bon, Monsieur Durand, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais bon, ça pour aller un peu dans ton sens, parce que je vois un peu... Quand on fait le schéma, effectivement, si on place le Soleil dans le Lion et qu'on continue dans l'ordre des signes et dans l'ordre des planètes, effectivement, on trouve donc, dans la Vierge, on trouve Mercure, qui serait donc de l'ordre de la Vierge. Ensuite, on trouve Vénus, qui serait plutôt de l'ordre de l'automne, de la balance, donc de l'automne. Ensuite, on trouve Mars, qui serait de l'ordre, on le trouve dans le Scorpion. Et ensuite, on trouve Jupiter chez lui en Sagittaire. Et après, on trouve Saturne en Capricorne. Dans ce sens, je veux dire qu'on voit Lion, Vierge, etc., ça va. Dans l'autre sens, effectivement, ça pose un peu problème, parce qu'il y a la Lune qui se trouve en Cancer. Alors, savoir quelle planète on va remettre... En revenant avant le Cancer, donc les Gémeaux, on aurait tendance, si on se fie par rapport à l'ordre inverse par rapport au Soleil, on aurait tendance à retrouver Vénus peut-être, pour ceux qui parlent des fois de Vénus du Gémeaux, peut-être c'est ça. Ensuite, on retrouverait Mercure, ensuite à l'équivalent du Bélier, c'est-à-dire on trouverait l'équivalent du premier signe, on retrouverait le Soleil qui se trouverait donc en Mars, qui est son signe d'exaltation, d'accord. Mais ensuite, ce serait plus tellement logique parce qu'il faudrait repartir dans l'autre sens pour retrouver. Alors, quand on repositionne les planètes par rapport au Soleil, on retrouve bien, sur son élément de le Cancer, on retrouve bien quand même le Mercure en Gémeaux, la Vénus, le schéma. Alors, ta réponse, c'est quoi finalement au bout du compte?
Non, mais je veux dire qu'il y a effectivement une logique, disons, immédiate, astronomique, quand on parle du lion, Vierge, etc., et qu'on place Mercure, Vénus et tout ça. Hein. Donc si je disais, bah, pour moi, c'est ce qui compte, c'est l'astronomie qui compte, donc je dirais que la Vénus en question, elle est plutôt balance, hein, donc de l'automne. Et Mars aussi, alors, dans votre raisonnement? Ben Mars, il serait... voilà. Mars, il serait... En automne aussi. Voilà, en automne aussi. Bon, ça ne tient pas debout. Donc, effectivement... Donc, ça veut dire qu'il faut raisonner autrement. Oui, il faut raisonner autrement. Et que le schéma qu'on avait fait, il était bien. Quel schéma? Le schéma qui montre qu'on ne s'occupe pas, comme disait Denis, on ne s'occupe pas que les maîtrises, c'est une chose, les signes c'en est une, et les maîtrises c'en est une. C'est ça, voilà, d'accord. Bon, alors, à part ça, bon, on va prendre les choses très simplement. Vous avez Mars et Vénus. On vous demande... Un élève en astrologie, en première année d'astrologie, il vous demande quelles sont les analogies, quelles sont les lignes, les séries analogiques qui vont sur Mars, les séries analogiques qui vont sur Vénus, pour pouvoir, si vous admettez que Mars et Vénus correspondent à des principes quand même différents, ça vous l'acceptez tout de même. Hein? Bon, alors si ça accepté complètement différent, il ne faudrait pas que ça corresponde à des choses identiques. On est bien d'accord, hein? Bon, donc si Mars et Vénus c'est différent, Mars et Vénus ne peuvent pas être tous les deux en automne, par exemple. Hein? Bon. Alors c'est aussi simple que ça. Alors soyons un petit peu cohérents. Alors donc effectivement, si on veut effectivement présenter cette dialectique Mars-Vénus, ben, il faut la présenter avec toute une série d'analogies correspondant à telle saison, etc., pour montrer que justement sur différents plans, ça s'oppose. Que les signes s'opposent, que les signes en domicile s'opposent, que les saisons s'opposent, etc. Or là, cette théorie de domicile, elle empêche même de définir correctement la différence entre Mars et Vénus, à la limite. Non, c'est complexe. Il y a une différence entre les Vénus-Balance, par exemple, avec la douceur de la Balance. Le Mars en Scorpion, il ne faut pas oublier quand même que ce qui était attribué à Mars, c'est le fer. Bon, je veux dire, et en fait, moi je dirais que tout est un tout. C'est-à-dire qu'il y a la symbolique de la planète, mais c'est vrai, mais là on sort du sujet. Donc il ne faut pas en parler. Mais Mars en Bélier, moi je le vois bien, parce que c'est l'éclatement. C'est la renaissance, c'est les bourgeons qui gonflent. Oui. Mars, on dit souvent, c'est la sexualité. Oui. Donc il y a une sexualité, oui. Rien qu'à regarder la nature, enfin je veux dire, il y a un renouveau là. Et c'est Mars, alors justement, c'est assez bizarre, parce que d'abord, premièrement, je me signale que ça c'est complètement, c'est un lieu commun, ah oui, c'est un lieu commun des manuels d'astrologie, mais en réalité Mars, c'est pas ça du tout, Mars, enfin si on prend la mythologie, Mars, c'est pas du tout ce que vous venez de dire. De toute façon. Bah, si donc c'est déjà la sauce qu'on a rajoutée sur Mars, mais Mars c'est le fait de tuer, c'est le fait de mettre fin à quelque chose, c'est pas et d'ailleurs entre parenthèses, contrairement à ce que vous dites, le moment de l'accouchement, le printemps c'est un accouchement en réalité. Hein, le printemps il ne fait que l'aboutissement d'un processus qui s'est présenté, qui s'est déjà produit. Bon, donc c'est pas le point de départ. La fonction martienne, bon, de toute façon on pourra en discuter, mais un peu de cercle, on devrait se ridiculiser carrément. Non, mais on va faire le schéma complet, le cercle, et mettre effectivement, pour toi, quelles seraient les planètes. Comment elles tomberaient justement les planètes? Quelles seraient les planètes? Bien entendu, mais il y a tellement d'obstructions dans ce genre de discussion, tellement de tentatives de brouiller, d'empêcher le discours. Jacques, toi, faisons-le. Vénus, tu la mets où? Et Mars, tu le mets où? Oui, ben oui. Et moi, justement, ça m'a amusé, ça m'a plu de poser la question, parce que moi je suis là, on est là justement pour enregistrer les discours des uns et des autres, faire le constat sur l'état actuel de l'astrologie, l'état de déliquescence de l'astrologie actuelle, des astrologues actuels, justement, et ça, on a été servi. Voilà. C'est pas sur quoi on servi. Ah, c'est nos seuls les plus beaux fleurons. Là, on a eu un échantillon de perles, et on voit l'état où on en est aujourd'hui, effectivement. Alors, vas-y. Bon, alors effectivement, donc on n'a pas le droit de réfléchir sur le fait qu'il puisse y avoir une cyclicité des planètes et qu'on puisse relier une planète à une saison particulière, n'est-ce pas? On vous fait des obstacles, des obstructions, c'est pas la peine, cherchez pas, ça peut être un... Bon, c'est la politique de gribouille. Hein, bon. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord aujourd'hui pour situer effectivement Vénus comme l'expression des valeurs du printemps et Mars comme l'expression des valeurs de l'automne, par exemple. Bon, pourquoi? Hein? Bon, tout simplement parce que alors, on a parlé l'autre jour, hier, je crois que c'est du cochon, on tue le cochon. Hein? On tue le cochon. Le seul acte, et là on est par rapport à la fois avec la mythologie, mais aussi avec le zodiaque.
puisque finalement, en effet, on ne va pas me dire que le zodiaque fait partie du discours que nous avons, parce que vous n'avez pas cessé de répéter planète de telle planète dans tel signe zodiacal, etc. Ne faisons pas les surpris en disant, bon, alors dans le zodiaque lui-même, il devrait nous servir à comprendre ce système-là. Mais le problème, c'est que le zodiaque lui-même, il est lui-même perturbé. C'est ça que vous ne comprenez pas, vous êtes dans un état de labyrinthe en astrologie. Donc il y a constamment des fausses portes et des fausses sorties. Effectivement, si vous n'avez pas compris, il faudrait, pour pouvoir vous commencer à parler d'un zodiaque comme si c'était une chose acquise. Mais ce zodiaque-là, il est déjà complètement frelaté. Donc il faut rétablir le zodiaque pour comprendre ça. Par exemple, dans la vie, je dis tout à l'heure, le zodiaque, c'est l'expression de la vie courante, de la vie dans les sociétés rurales, comme dans les très riches genres du duc de Berry, par exemple, ou à la Renaissance, etc. Donc c'est le cours de la vie depuis l'hiver. On voit donc des scènes. On voit par exemple, quand est-ce que les gens c'est quelle époque? L'époque des épousailles, Ariane, dans la tradition populaire. À quel moment les jeunes gens se retrouvaient, etc. Vous croyez que c'était à l'automne? Non, c'est au printemps. Bon, là c'est au printemps. Voilà, déjà un élément. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quand même bien. Il y avait quand même quelque chose de vénusien dans cette relation. C'était pour d'autres raisons, des raisons. Non, mais arrêtez de bloquer ou de saboter. Parce qu'on faisait des mariages avec des fêtes et tout, Eh bien, c'est comme ça. Hein? Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, c'est de ça dont on dépend, justement. C'est comme ça. Alors, ne soyons pas dans l'anachronie, lui, avec son Uranus sur Pluton, alors qu'on est dans plein Moyen-Âge, ça devient n'importe quoi. Mets ton zodiaque Bon, alors, avec les signes qui vont bien selon toi. Et on va voir. Justement. On va discuter sur la série. Alors, justement, un des signes qui correspond bien, un des signes de printemps qui correspond à une valeur vénusienne, oubliez vos rapports. On oublie tout. Hein? On oublie tout, on est tout neuf. Vous savez, qu'est-ce que c'est le simple? Vous demandez à n'importe qui, alors on prend n'importe qui. Non. Les Gémeaux, ça fait penser à quelle planète? Vous avez, sur 1 million de personnes, il n'y a pas une seule qui dira que c'est Mercure. Pas 1 million, pas une seule. Donc sur le plan symbolique, on est complètement à côté. Et les autres vont dire, c'est quoi? Tu crois qu'il va ressortir une statistique? S'il ressort une statistique... Non, mais il n'y a aucune chance que ça puisse se reproduire comme ça. Vous mettez les 7 planètes, vous mettez les signes zodiacaux, il n'y a pas un seul, les symboles zodiacaux, il n'y a pas un seul qui penserait une seconde à placer Mercure en rapport avec ça. Ça n'existe pas. Alors Mercure, dans le Gémeaux, ça serait quoi? Vénus alors? Oui, c'est ça, Vénus. Voilà. Bon, donc vous avez déjà 2 arguments. Un, que c'est au printemps que les mariages se font. Alors, vous dire ça n'a pas d'importance, mais si, parce que le zodiaque, il est l'expression d'une certaine société. Cette société, elle est ce qu'elle est, on peut discuter, elle est parfaitement arbitraire, peu importe, c'est ce qu'elle est, on ne va pas la rechanger parce que on sait qu'aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, c'est n'importe quoi. Deuxièmement, ça a laissé des traces au niveau zodiacal, puisqu'au niveau zodiacal, il se trouve que précisément, comme par hasard, on a effectivement pour le printemps un personnage, un symbolique qui représente le couple. Alors, si ce n'est pas suffisant pour dire quelque chose, bon, donc vous avez là tout un ensemble de facteurs, plus le fait, évidemment, que Vénus est attribué généralement, effectivement, à un signe de printemps qui est en l'occurrence le Taureau. Et pour toi, Vénus avec Gémeaux, c'est uniquement parce qu'il y a une idée de couple dans les Gémeaux et que Vénus, il y a une idée de... Non, mais attendez, on ne parle pas des Gémeaux, on parle du printemps. Je dis qu'il y a un signe de... Je ne parle pas des Gémeaux en particulier. Il y a un signe de printemps qui s'appelle les Gémeaux. Et ce Gémeaux, ça nous renvoie à Vénus. Point. Bon. De même qu'il y a une tradition au printemps, dans les sociétés traditionnelles, d'avoir des relations, de créer des mariages au printemps. Bon. Pour moi, écologiquement, ça tient la route. Je suis désolé. Quelqu'un va dire ça n'a rien à voir. Bon. Voilà, pas soigner. Bon, alors donc effectivement, si Vénus correspond à ça, si Mars est l'opposé de Vénus, il faut bien qu'il soit à l'opposé de cette situation-là. Mars en Sagittaire. Comment? Mars en Sagittaire. Alors, Sagittaire maintenant. Alors, regardez le Sagittaire. Qu'est-ce que représente le Sagittaire? Un archer. Qu'est-ce que c'est qu'un archer si ce n'est pas un élément martien? Un élément martien, bien évidemment. Bon. Alors maintenant, on a discuté hier pourquoi ces modifications ont été attribuées, pourquoi Jupiter n'est pas en réalité la planète du Sagittaire. C'est notre problème. Bon. Deuxièmement... C'est pas martien, lorsqu'il envoie sa flèche en l'air, il n'envoie pas sur quelqu'un. C'est ça. Non mais faites contre arrière-garde. Mais bien sûr, c'est pas de faire des contradictions, pourquoi on en ferait pas? Selon les runes, le sigle de la flèche, c'est quand même un sigle qui était marqué sur les boucliers des guerriers. C'est martien, donc c'est martien. Non mais on le sait très bien, mais c'est simplement pour se rendre intéressant. On sait très bien ça. C'est un complément intéressant. Mais c'est vrai qu'en général, ça peut être aussi jupitérien. Bien sûr. Mais on le sait, puisqu'il y a eu un commentaire, ça fait des siècles, ça fait depuis le 2e siècle, on a une tradition qui nous rappelle Jupiter. Vous
croyez pas que les astrologues ont eu le temps de justifier depuis 1800 ans des choses, on est en face d'un corpus de commentaires qui vient évidemment valider les rapports entre Jupiter et Mars, et Sagittaire. Mais que Mercure en Vierge. Attendez, on est en train de parler de Mercure, pour l'instant notre discussion c'est Mars Vénus. On n'a pas dit que toutes les planètes. Vous avez deux autres saisons. Oui. Vous avez d'autres saisons. Alors là, par exemple, je voulais quand même faire une parenthèse. Quelles sont les traditions populaires qui sont en rapport avec Mars en automne? Le vin, non? Non. En rapport avec Mars, c'est un rapport avec le vin. Et la bourre? Non, ça va pas. Bon, alors justement, est-ce que vous avez dans le zodiaque, en dehors de... bon, alors vous avez le Sagittaire, mais vous avez aussi, on l'a dit hier soir... On va dire, c'est un Sagittaire, il y a un cheval, donc en automne, il y a le ferronnier, là, qui tape un truc martien, qui va fabriquer des fers à chevaux. Non, mais c'est logique. Hein, oui, non, mais je dis pas que c'est pas logique. Non, mais attendez, c'est pas le point. Le point plus grave qui est même... Bon, à quel moment de l'année, y a-t-il une action martienne dans la vie des sociétés? Bon. En dehors de la guerre, qui n'est pas programmée dans les représentations religieuses. D'ailleurs, je vous ai apporté un livre là-dessus, justement, sur les représentations des mois. Hein. Peut-être que vous l'avez jamais vu, mais c'est tout... Le livre des heures, non? Oui, c'est ça, voilà. Donc, effectivement, on vous montre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les représentations locales, mois par mois, comment les gens voyaient les choses mois par mois. Bon. Alors, par exemple, donc je vous pose une question extrêmement simple. Quels sont... D'ailleurs, vous avez là, justement, une très belle illustration. Ah, la chasse? Non, là, vous voyez quoi, là? On tue le cochon. On tue le cochon. Ça me marque, d'accord. Bon. Ouais, on tue le cochon. Alors, effectivement, donc la question que je vous posais, c'est quelle est l'activité martienne où on utilise des armes, en quelque sorte, dans la vie quotidienne des gens, des sociétés rurales. Bon. À quel moment on se sert d'un truc pour pénétrer comme ça, etc. Quel est le moment? Et voilà. Le seul moment où ça se fait, c'est quand on tue les animaux, on les perce pour faire couler leur sang, etc. Et qu'on récupère ça pour faire de la charcuterie. Comment? C'est quand? C'est le mois de décembre, mois de novembre-décembre. Voilà. Donc, ça a disparu du zodiaque, le porc ne fait plus partie du zodiaque, etc. Donc là, il y a une clé qui a disparu, hein, qui fait qu'effectivement, on ne fait plus le rapprochement. Et la plupart des astrologues ne connaissent pas du tout ça. Donc ils vont dire Mars, etc. Donc effectivement, on a une tradition, on a déjà le symbole du Sagittaire, on a le fait que Mars soit attribué aussi dans les traditions au Scorpion, on a aussi le fait qu'à cette époque-là, il y a effectivement, sans parler de guerre, il y a l'utilisation de... On fait souffrir les animaux, on les attaque, c'est pas les hommes qui attaquent les hommes, c'est les hommes qui... Pourquoi d'ailleurs l'automne? Parce que les animaux ont été nourris richement pendant la période estivale, etc. Et que le moment où ils sont le plus gros, c'est à ce moment-là, et qu'après ils vont maigrir. Donc on les tue à ce moment-là. Bon, alors effectivement, bon maintenant, effectivement, vous avez, on revient sur le tableau de l'autre jour, vous avez tout en haut le Soleil et la Lune, vous avez Saturne aux deux extrémités, Saturne qui est une espèce d'octave supérieure de la Lune, puisque Saturne met 28 ans alors que la Lune met 28 jours. D'ailleurs, c'est un peu le travail de M. Garçon sur les rapports, pourquoi aussi il travaille sur 7 ans, c'est justement parce que 7 ans c'est à la fois la Lune, mais c'est aussi Saturne quelque part, c'est la division du cycle de Saturne en 4, ça donne du 7 ans, et la division de la Lune en 4, ça donne aussi du 7 ans, si on fait des systèmes de correspondance, hein. Alors que normalement c'est 7 jours. Bon. En tout cas, le système, voilà. Donc on a ça, et au milieu on a 4 planètes. Donc ça c'est les planètes qui sont les planètes qui donnent le cycle, c'est-à-dire qui déterminent, qui circulent à travers le système, qui font le tour du système, et au milieu, vous avez 4 planètes qui, elles, correspondent aux différentes phases par lesquelles ça passe. C'est-à-dire Vénus, Mercure, Jupiter. Donc vous avez 2 catégories de planètes. Les planètes qui sont des planètes motrices, qui donnent le circuit, et qui, elles, effectivement, vont s'imprégner, ces planètes motrices, elles vont s'imprégner des valeurs vénusiennes, mercuriennes, martiennes, etc., qui vont s'imprégner au fur et à mesure qu'elles passeront sur ces différents points, elles vont se transformer en rapport avec ces dieux-là. Donc, parce que ça, ce sont des valeurs zodiacales en réalité. Les valeurs planétaires ici, ce sont les valeurs zodiacales. Donc, passant par les valeurs zodiacales, elles vont changer. La Lune ne sera pas la même au printemps et en hiver. Le printemps, Saturne non plus, etc. Mais, ce qu'on veut pas, et là on est dans la dualité, Ariane,
il y a des planètes qui sont des planètes masculines, en quelque sorte, des planètes qui circulent, et vous avez des planètes féminines qui sont là pour recevoir, en quelque sorte, la semence des planètes qui circulent. En fait, donc il y a une répartition des rôles et des tâches qui est ce qu'elle est. Bon. Donc maintenant, on a vu déjà que si on prend par exemple la Lune, pour prendre un cas qui ne pose pas de problème, lorsque la Lune passe sur les valeurs vénusiennes du printemps, eh bien, elle devient vénusienne, et quand elle passe sur les valeurs martiennes de l'automne, elle devient martienne, etc. Donc il ne faut pas confondre. Effectivement, il y a des planètes qui sont vouées à être des planètes qui circulent et qui se transforment au cours, mais par contre Vénus reste Vénus et Mars reste Mars. C'est la Lune qui va changer au cours de son parcours, mais Vénus va continuer à marquer le moment où c'est à ce moment-là. C'est normal. Quand une planète bouge, il faut qu'il y ait un moment donné, elle est à un endroit donné, elle est reçue à cet endroit donné, elle est marquée par cet endroit donné. Donc cet endroit donné, lui, il faut bien qu'il reste ce qu'il est. Hein, quand vous allez à tel endroit, c'est tel endroit, à tel endroit, il se passe telle chose. Donc, et puis à un autre endroit, il se passe autre chose. Donc il y a des planètes qui sont là pour représenter le lieu d'accueil, il y a des planètes qui sont là pour bouger d'un lieu d'accueil à un autre. On ne peut pas mélanger les deux systèmes. C'est le mélange de ces deux systèmes qui fait problème d'astrologie. Donc effectivement, les deux problèmes, bon, s'il reste deux planètes, si on a déjà réglé le problème de Vénus et de Mars, il ne reste plus que le problème de Mercure et de Jupiter. Alors moi je propose de mettre Jupiter ici et Mercure là. Pourquoi? Pour différentes raisons. Première raison, c'est une raison astronomique. C'est-à-dire qu'effectivement, si on considère que les planètes rapides, ce qui sont les planètes, disons, qui sont ce qu'on appelle les planètes intérieures, correspondent aux saisons, disons, relativement favorables, eh bien, on a forcément Mars et Jupiter qui correspondent à notre groupe, c'est-à-dire les saisons longues, où la durée, la nuit est plus longue, etc., etc. Alors, le cas de Jupiter est intéressant, parce que, si vous regardez justement le mois de... Voilà, vous avez par exemple, voilà, ça c'est les scènes, vous remarquerez entre parenthèses que ça nous fait penser beaucoup au battleur, hein, au mois de janvier. Donc c'est des gens qui sont à table, il y a un feu derrière, voyez-vous, et on les sert, et vous remarquerez qu'il y a un côté verso qui est assez évident, on leur donne de la soupe, on donne donc, le verso représente cet phénomène-là. Voilà. Et vous avez aussi... Alors, le personnage, ce qui est intéressant, c'est le personnage, ici, par exemple, bon, il y a d'autres documents que j'aurais voulu vous porter. Et le personnage, qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Qu'est-ce qui caractérise ce personnage? Il est assis. Il est assis. Et vous avez dans les Frères Rigord du Duc-Berry, vous avez toute une scène où les gens sont assis autour d'une table, comme dans la scène, justement. Ils sont assis autour d'une table. Alors, qu'est-ce que c'est? On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'empereur? Qu'est-ce qui caractérise l'empereur et le pape? Ils sont assis. Ils sont sur leur trône. Donc, l'idée de représenter, de relier Jupiter au fait d'être assis sur son trône, etc., en plein milieu dans le palais, puisque en période hivernale, les gens se mettent dans des palais, dans des maisons, ils ne se mettent pas à l'extérieur. Donc, il serait Verseau. Comment? Jupiter serait en Oui, c'est ça. Alors, effectivement, le Verseau est très bien, puisque le Verseau, c'est celui qui sert Jupiter, c'est les chansons des dieux. C'est celui qui apporte, qui vient apporter au maître de maison, qui vient lui servir à table, etc. Donc, effectivement, c'est l'expression de Ganymède, c'est le fameux Ganymède qui est... Et alors, il ne reste plus que Mercure pour le... Alors donc Jupiter, évidemment Jupiter, là cette fois-ci, on a la dynamique Verseau, mais vous pouvez aussi mettre du Poisson, si vous voulez, c'est pas le problème, puisque Jupiter est associé avec le Poisson, de même que Mars est associé avec le Scorpion. Donc c'est toujours l'automne, que Vénus est associée avec le Taureau, et là, Mercure sera associé avec la Vierge, en l'occurrence, qui est un signe d'été. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors dans le cas de Mercure, c'est un cas un peu particulier, parce que mettre le rapport entre la valeur mercurienne et l'été n'est pas évident. Hein, je suis désolé de dire, c'est pas une évidence. Quand on aura des planètes, c'est pas évident. Alors comment expliquer ça? Moi j'ai fait des recherches à ce sujet. Une des explications, c'est que Mercure à Metz a un rapport avec Métis. Alors, Métis, la déesse Métis est intéressante. La déesse Métis, c'est la première femme de Jupiter. Bon. Et cette déesse Métis, c'était une femme, elle représente notamment, j'ai fait la classique, celle qui glane, la glaneuse. Alors qu'est-ce que c'est que la glaneuse? Celui qui glane, c'est celui qui quand on a fait la moisson est faite, il récupère ce qui reste, etc.
Bon, alors, donc voilà, donc effectivement, cette idée de glaner les trucs qui sont là, qu'on a laissés et qu'on récupère, etc., à mon avis, c'est une fonction intéressante sur le corps Mercure, parce que Mercure, c'est aussi Hermès, c'est la tradition, donc c'est celui qui garde, qui prend réception de la tradition, etc. Bon. Mais, donc, bon, on pourrait continuer là-dessus. Donc, vous avez là bien une cyclicité, avec cette planète que vous mettez. Donc, la Lune ou Saturne passe par un stade printanier vénusien. Ensuite, donc, elle va prendre cette... Ce que tu as dit, par exemple, sur Ishtar, on pourrait très bien l'attribuer à la Lune en disant, voilà, ben, la Lune, passant par le printemps, elle devient ceci, passant par l'été, elle devient cela, etc. Mais c'est pas Vénus, c'est la Lune, puisque les seules planètes qui sont censées être, en quelque sorte, en mouvement, c'est le Soleil, la Lune et Saturne. Les autres planètes sont censées donner la tonalité. Donc c'est une dualité intéressante. Donc ces planètes-là sont des planètes de tonalité, sont les planètes du milieu, et les planètes aux extrémités, aussi bien en exaltation qu'en domicile. En exaltation, on a aussi Bélier, Taureau face à la Balance. Là, on a Bélier, on a Cancer, Bélier, là, on a Lune, Soleil en Cancer, Lion, en opposition. Donc finalement, c'est deux opposés. Et puis au milieu, vous avez ça, ce sont les planètes qui bougent, et au milieu, vous avez les planètes qui sont là pour structurer le mouvement de ces planètes qui bougent. Voilà, donc effectivement, vous avez là. Bon, maintenant, effectivement, moi j'ai proposé aussi de rapprocher Mars de Vulcain. Bon, il y a aussi tout un débat là-dessus. Vulcain, c'est aussi celui qui est l'époux de Vénus et qui est celui qui travaille. Mais ce qui est intéressant, pour revenir à tout à l'heure sur l'énergie, là c'est la fin du processus. Quand on arrive à la fin de l'été, on est à la fin du processus. C'est un cycle qui se termine. Le cycle se termine, d'ailleurs c'est ce que font les Juifs en l'occurrence, c'est la fin du processus, c'est à la balance que les choses se terminent. Donc il y a une espèce de point de départ, il faut, comme dirait le phénix, il faut renaître de ses cendres. Donc il faut avoir une énergie considérable pour repartir dans un processus qui s'est terminé, et cette énergie, elle est martienne en quelque sorte, si on veut. Hein? Et lorsqu'on arrive à Vénus, il y a déjà tout un processus qui a été enclenché depuis 6 mois, il y a tout un processus de reprise des choses, et finalement Vénus ne fait que récolter les fruits du processus martien qui a précédé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une valeur martienne à cet endroit-là. Hein, il suffit d'avoir Vénus qui arrive à cette espèce d'accomplissement, d'épanouissement. Donc en fin de compte, l'idée...